j'avais envie de parler, j'ai envie de raconter des choses, j'ai des trucs qui me viennent de là et j'ai envie de le dire. Et en fait, j'avais plein d'idées, le digital a explosé, YouTube est devenu ce qu'il était. Je me suis dit, putain, il y a moyen de faire un truc différent. Là où on regardait le compte augmenter 15 000 abonnés, 20 000, on était contents, tu vois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je regarde plus. On n'a jamais fait ça pour le succès. Mais nous, la promesse, ça sera jamais on va vous faire rire. On n'est pas des comiques. On est des mecs qui aimons le basket, qui vivons le basket à 2000% et on retranscrit ça. Mais avant tout, on analyse. Je veux pas être un journaliste à sensation. Moi, je suis là pour parler de basket. Mais avoir des exclus pour faire du putaclic, pour parler vulgairement, c'est pas nous. Ça sera jamais nous. Rebound est le premier podcast qui donne la parole aux anciens sportifs pros, aux amateurs qui sont devenus entrepreneurs. Erwan Abotret, ancien basketteur professionnel, incarne aujourd'hui le visage médiatique du basketball en France avec son franc-parler légendaire. Il est animateur et co-créateur du média en ligne First Team qui comptabilise 195 K d'abonnés sur YouTube et 121 K sur Instagram. Nous avons le plaisir d'accueillir Erwan Abotret. Il va nous parler de son parcours. Vraiment très inspirant. Je le dis très souvent, mais ils sont très inspirants, les invités qu'on arrive à recevoir ici dans le podcast de Comme un Sport. Mais je vais laisser Erwan se présenter. Erwan, est-ce que tu peux te présenter et surtout ton parcours scolaire? Mon parcours scolaire? Ah ouais, direct. Tu mets dans le dur direct. Ah ouais, direct. Ça va être vite fait, il va durer 10 minutes. Alors, je suis Erwan Abotret, j'ai 42 ans. Je suis de 1982, cette grande année du basket français. Les Tony Parker, Boris Dio, Mike Pietrus, que tu as très bien connu. Je suis un ancien basketteur, pro, tu le dis, c'est gentil. Bon, c'est un peu, on est plutôt sur le semi-amateur que sur du professionnalisme. Donc, j'ai joué évidemment très longtemps. Je t'ai croisé jeune, quand on avait 15-16 ans, dans le sud-ouest, quand tu étais du côté de l'élan-Bernay, moi de Biarritz. On s'est recroisés par des contacts en commun. Et puis, j'ai fait ma petite vie. Puis, je suis arrivé à Paris en 2009 pour devenir journaliste. Et donc, après quelques aventures à droite à gauche, je suis rentré chez Beansport en 2012 pour travailler sur NBA Extra. Donc, grâce à Rémi Reverchon, ça a été un vrai tremplin pour moi. Et puis en parallèle, j'avais créé un podcast qui s'appelait le Hoopcast avec Thomas Dufan. Et du coup, au bout de 3 ans, j'ai démissionné de Bein. En tout cas, j'ai pas renouvelé mon contrat. On a arrêté de bosser avec Dailymotion et Basket USA et on s'est lancé dans l'aventure qui s'appelle aujourd'hui First Team. Le comble, hein, faut le dire, t'es d'origine marseillaise, c'est bien ça. T'as grandi à Marseille et tu te trouves à Paris. T'as plus vécu à Paris ou à Marseille? Je crois que ça y est, j'ai plus vécu à Paris. Mais tu sais, Patrice, toi, tu m'as connu les premiers mois où j'arrivais de Marseille. Donc, j'étais vraiment avec tout mon bagage de Marseillais que j'aime, que je revendique. Mais ce qui est bien avec le basket aussi, c'est que ça te permet, tu l'as connu, de découvrir d'autres cultures. Et la culture du Pays Basque, moi, elle m'a parlé parce que j'ai rencontré des gens fantastiques là-bas. Et c'est mes potes du lycée, j'y retourne encore chaque été. Et le hasard a fait que les beaux-parents de Thomas aussi maintenant sont à Anglette. Donc moi, depuis 98 et mon arrivée à Biarritz, je continue toujours à aller dans le sud-ouest, que ça soit Biarritz, Bordeaux, avec les gens qu'on connaît. Donc voilà, et puis j'avais envie de venir à Paris, j'avais envie de découvrir la capitale. Et je le regrette pas, ouais. J'ai une question qui va être bête. Tu supportes Marseille ou Paris? Est-ce que tu vas au Parc des Princes déjà? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Je vais au parc et je vois souvent Paris perdre et je suis toujours pour Marseille. Ça ne changera jamais. Ok. Non. J'ai travaillé à Bein et crois-moi que j'ai vu des défaites de Ligue des Champions. J'arrivais le matin au taf en sifflant, en voyant les têtes déconfites des mecs. C'était un petit kiff. C'est kiffant aussi de pouvoir parler avec toi, de discuter avec toi. Aujourd'hui, moi, je suis admiratif aussi de ton parcours, le parcours que tu as pu avoir justement en tant qu'ancien sportif. Tu dis que tu n'es pas professionnel, mais moi, j'estime qu'à partir du moment où on vit de sa passion, on est professionnel. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, est-ce que toi, quand tu étais jeune, tu parlais justement que tu voulais être journaliste, mais est-ce que tu as voulu un petit peu... ton rêve, c'était quoi? C'était d'arriver à Beansport et d'y travailler toute ta vie? Ou c'était justement d'aller aux États-Unis, d'aller peut-être dans un pays étranger, de venir à Paris? À quel moment tu voulais faire cette reconversion? C'est par étapes, en fait. Moi, au début, quand je pars en centre de formation, que j'ai 15 ans et demi, je quitte Marseille. Moi, je veux être professionnel. Je joue en équipe de France. Il y a moins le truc de l'époque des gamins d'aujourd'hui, de la NBA absolument, parce que ça nous paraissait encore plus loin que à l'époque, c'était intouchable. Toi qui étais un athlète, par exemple, je ne sais pas si un jour tu as rêvé de NBA, mais en tout cas, moi, je voulais jouer en Pro A et je voulais être en équipe de France. Je connaissais pas du tout ce monde-là. Je jouais à Marseille, à l'USPEG, je me rendais pas compte. Après, quand tu joues contre Michael Pietrus dès ton premier match amical, tu te rends compte en fait les écarts qu'il peut y avoir. Mais il y a eu plusieurs rêves, plusieurs étapes. Ça a été d'abord d'être pro. Ça s'est pas passé comme je l'aurais souhaité. Et puis après, il y a le fait de qu'est-ce que je vais faire après. Je vais être journaliste. J'adore ça, ça me plaît. J'ai envie de parler, mais j'ai tout à apprendre. J'ai pas de réseau. Je veux être coach. Parce que j'aime bien coacher, parce que je crois que ça me plaît la tactique, puis je crois qu'avec les coachs qu'on a croisés, on se dit qu'il y a de la place, mais en même temps on va recroiser les mêmes gens qui nous ont un peu
contrarié ou avec qui on s'est pas entendu en tant que joueur, je fais allez, je vais dans l'inconnu. D'ailleurs, c'est ce que j'ai toujours fait. Je vais dans l'inconnu. J'ai choisi le journalisme. Et puis voilà, j'ai fait le Sud-Ouest quand j'étais en N2 à Mont-de-Marsan. J'ai fait Presse Océan quand j'étais en N3 à Nantes. Et puis après, je déboule à Paris en 2009 sous les conseils de ma tante qui est une journaliste à Marseille. Et puis pour la grande aventure, je connais personne. Et puis j'enchaîne des stages et ainsi de suite. Mais même là, tu vois, Beansport, pour moi, c'est loin. Moi, je rêve de Canal. Beansport, ça n'existe pas encore. Et quand ça arrive, effectivement, quand je rentre à Beansport, je me dis, ça y est, j'y suis. Ma mère m'appelle, elle me fait, ça y est, t'as réussi. Bravo, t'as réussi, Beansport. Tu rentres dans une grande structure comme ça y est. Ils vont te filer un CDI d'ici 2 ou 3 ans, comme ça se fait. Et puis, ça y est, c'est autoroute. Ben non, parce que je crois qu'en fait, c'est comme ça. Et en fait, j'avais plein d'idées. Le digital a explosé. YouTube est devenu ce qu'il était. Je me suis dit, putain, mais il y a moyen de faire un truc différent. J'ai envie de faire des choses différentes. La rencontre avec Thomas m'a énormément aidé aussi. Et donc, à un moment donné, quand on commence à comprendre un peu comment fonctionne le digital, ce qu'il y a à faire, les rencontres, et puis on se dit, bon, allez, vas-y, on arrête tout et on lance notre propre chaîne, on va être notre propre patron. Et on a trop de choses à faire qui ne sont pas dites ou faites à côté. Et j'adore en fait justement ce que tu es en train de me dire. Moi j'ai le souvenir de toi en tant que joueur. Justement quand on arrive dans le Sud-Ouest, tu vois, moi je viens de Paris. Et tu sais, quand on vient de Paris, on a un certain lifestyle, manière de penser. Et moi quand je vais dans le Sud-Ouest et qu'on joue contre c'était Bayonne, c'est bien ça? Biarritz, désolé, on joue contre Biarritz. Et je vois un Marseillais avec un accent et avec une attitude, tu sais, t'étais pas provocateur, mais t'étais différent des autres. Et moi, je me suis toujours dit, c'est abusé parce que tu étais vraiment différent des autres. Et aujourd'hui, ça fait vraiment ta force. Tu sais, ton franc-parler. Moi, quand je t'écoute aujourd'hui sur First Team, ben, j'aime bien t'écouter parce que tu dis ce que tu penses. Tu le dis sans langue de bois. Et est-ce que ça a toujours été ta force? Est-ce qu'à un moment donné, ça t'a porté aussi préjudice d'avoir ce franc-parler? Enfin, Patrice, si ça m'a porté préjudice, évidemment que ça m'a porté préjudice. Si je suis pas là en espoir avec vous, les amis, c'est que ça m'a bien porté préjudice à un moment donné. Après, ça m'a beaucoup travaillé parce que avant que ça soit ma force aujourd'hui, je pense que ça a toujours été mon moyen, en tout cas, de m'exprimer par moment et de me défendre aussi par moment par rapport à mon éducation, à mes origines dans cette ville si particulière qu'est Marseille. Ça a pas toujours été bien perçu. Parce que ça peut faire peur par moment. Un grand sgeg de 1m96 qui s'agite sur un terrain avec un accent marseillais, ça peut faire peur. Et je sais que ça a fait peur et que j'ai pas toujours été bon dans cette gestion-là. Mais c'est ce que je suis, en fait. C'est pas un truc que j'ai inventé, que j'ai sorti pour dire ça fait style. Donc, ça a pu certainement porter préjudice en tant que joueur. Mais aujourd'hui, dans le média que je fais, avec l'âge, avec la maîtrise aussi des émotions, aujourd'hui, ça fait ma force. Mais en fait, j'ai rien forcé. Je pense que le gars que tu as connu, qui avait cette envie de bien faire les choses, parce que ça a toujours été le cas en tant que basketteur, en tant que journaliste, et surtout de bien faire les choses avec mon bagage. Et après, en grandissant, en rencontrant des gens, en découvrant d'autres cultures, eh ben, tu polisses un peu, ou en tout cas, tu adaptes. Mais je suis toujours ce mec-là, qui a ce franc-parler-là, ouais. Et justement, tu as un franc-parler, ça c'est clair et net, mais ça a été quand même une réussite. Si on regarde ton parcours, on voit ce que vous avez fait aujourd'hui avec First Team, mais comment s'est orchestrée la rencontre avec toi et Thomas? Parce que je sais qu'au début, vous lancez vous lancez dans la vidéo au début. Comment ça fonctionne? En fait, alors Thomas, il est de 90. On a 8 ans d'écart. Moi, quand je viens à Paris, il faut que je trouve un club pour un peu d'oseille, un peu un appart. Normal. Si tu connais, la base. Je suis encore dans le game, donc je me dis, attends, et Malakoff m'offre ça, donc un petit salaire et un appart avec les APL et tout, tu sais, de la mairie, ça change. Mais ça change le game quand tu arrives à Paris, tu vois. C'est vrai. Moi, pendant 5 ans, j'ai eu un appart à Malakoff, très bien. Mec, ça m'a changé la vie, tu vois. Ça m'a permis des fois de faire des mois ric-rac, mais au moins, je savais où dormir. Donc ça, c'était archi important. Et donc Thomas, je le rencontre à Malakoff, mais il a 20 piges, j'en ai 28. Donc on n'est pas du tout dans la même timeline de nos vies. Et puis au bout de 3 ans, j'ai envie de monter un podcast. Et avec tous les mecs qu'il y a... avec tous les mecs qu'il y a dans cette équipe-là, il y a le frère de Fabrice Periac, Yanis, qui est là aussi. D'accord. Tu vois, il y a plein de mecs, on parle de basket dans le car, on a des débats enflammés. Je me dis, mais en fait, c'est ça qui manque, c'est ça qu'il faut créer, c'est ce ton-là qu'on aime. Et finalement, Thomas, qui était jeune, mais qui participait quand même à ces débats-là, je sens une manière de structurer ses propos, une manière d'être juste, parce que c'est un mec qui connaît bien le basket, c'est un très bon joueur, et c'est un meneur de jeu, donc je sentais qu'il y avait moi qui était un peu le feu, qui rentrait dans criait plus fort, et lui arrivait toujours à exister, mais par un autre style. Et je me suis dit, putain, et en plus je l'aimais bien dans le terrain, on s'entendait bien sur le jeu, je me suis dit, ça te dirait pas qu'on fasse ça? Et on a commencé un peu comme ça, sur un podcast qui s'appelait Are You Kidding Me?
qui a duré quelques mois. Et après, on s'est associé avec Basket USA. Mais Thomas, la rencontre, elle s'est faite comme ça. Il faut quand même remettre les choses en temps. Ça fait une quinzaine d'années. Je veux dire. 12 ans. Ouais, 12 ans. Mais moi, je veux dire, il y a 12 ans, il faut être précurseur pour penser podcast. Pour penser, je vais lancer un média. Tu vois, moi, je pense souvent à la sueur, tu sais, justement dans les sports d'arts martiaux, les sports de combat. Je pense, tu vois, First Team, je le compare un peu à la sueur où vous débarquez, vous manquez peut-être de crédibilité, mais vous apportez un ton différent, une approche différente qui séduit un nouveau public. Est-ce que toi, tu l'as perçu comme ça ou réellement, tu te dis, c'est ça que je vais faire, coûte que coûte? Parce que c'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai toujours suivi le basket. J'ai lisé tous les baskets hebdo, tu te souviens à l'époque. Ouais, mais voilà, moi, je suivais tout ça. Je regardais ce qui se faisait chez Canal, évidemment, fan de Georges, fan de Jacques. Mais j'avais quand même aussi l'impression, je voyais certaines têtes émerger, je me disais, parle pas des basketteurs, ça. Ça nous parle. Ça nous parle pas, c'est pas nous. Et je me suis dit, mais j'ai peut-être pas eu la carrière que je respirais, mais par contre, j'ai entendu les discours, je connais. Je sais comment ça fonctionne le basket, je sais comment un vestiaire fonctionne, je sais comment ça se passe dans un match. J'ai entendu. À défaut d'avoir réussi à le mettre sur le terrain, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est pas grave. Ça m'a donné quand même des outils pour. Et je me suis dit, mais il manque vraiment des incarnants basket. Chez les journalistes, évidemment. Et en télé, c'est vrai qu'on est très dans les consultants. Si tu n'as pas eu de carrière, tu peux pas trop avoir la parole, tu vois. Ou alors, tu es dans un cadre de journalisme. Et en fait, on a réussi, mais parce que le digital et l'explosion de YouTube a amené à ça, on a réussi à créer un espèce des nouveaux intervenants avec Thomas et moi. C'est-à-dire qu'on est des joueurs mid de N2, Thomas joue N3, moi j'ai fait un peu de N1, N2. Mais on connaît, il a fait des centres de formation à l'époque, Andrew LBC, tout ça, donc on connaît le basket. Et on a créé cette espèce de truc entre le journaliste et le consultant, et on en a fait quelque chose de nouveau. Et au final, les gens, quand ils nous regardent, et c'est ce que Ben Monclar me dit, quand il nous voit, il nous dit, mais on s'en fout en fait que tu sois journaliste, que tu sois consultant. Moi, au bout d'un moment, je t'écoute, j'ai envie de t'entendre. Ouais, exactement. Et tu vois, c'est exactement ça. Moi, j'ai envie de t'entendre. Tu vois, justement, tu parlais de l'époque, il y avait Georges Eddy, tu vois, Georges Eddy qui reste quand même la personne qu'on écoutait et qui reste la référence, tu vois, pour nos années 80. Et après, il y a eu Jacques Monclar, il y a eu aussi David Cosette, je pense aussi à David Cosette. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de renouvellement. Et moi, personnellement, quand j'écoutais Jacques Monclar, je ne m'identifiais pas forcément. Je sais qu'il avait une carrière de coach, je sais qu'il a une carrière de joueur, que je ne l'ai pas connu. David Cosette, que j'adorais, tu vois, sur Sport Plus à l'époque. Je crois qu'il y a eu Canal aussi, de mémoire. Mais c'est vrai que je ne m'identifiais pas. Et à un moment donné, vous arrivez, vous avez ce ton-là, mais je me dis, il faut quand même être couillu, tu vois, couillu pour se dire, ça va marcher, ou du moins, je vais me faire ma place de cette manière. Alors, tu dis couillu, peut-être. Moi, je te dis, pas désespéré, parce que le mot, il est trop négatif, mais mon pote, il n'y avait que ça à faire. Gros, au bout d'un moment, il y a que ça. Moi, je suis pas un gars du moule. Je suis pas un mec qui a fait une école de journalisme. Je suis pas. Tu me connais. Tu me connais déjà en tant que joueur. Je suis pas un mec qui rentre dans les moules. Et donc je me suis dit, il faut que je crée. J'ai vu des mecs créer des choses sur YouTube. Je me suis dit, mais en fait, je vais créer ce que moi j'ai envie d'être et ce que j'ai envie de faire. Et c'est ça en fait surtout. Donc c'était plus. Alors en plus, quand je crée ça, genre 2 mois après, je rentre à Bein. J'aurais pu arrêter, mais. Et même à Bein, tu vois, qui a été un tremplin fantastique, ça m'a structuré de comment développer des vidéos éditorialement, où on va, qu'est-ce qu'on fait. Tu vois, donc tu prends beaucoup de choses, tu prends pas tout parce que tu as envie aussi de faire à ta sauce, mais en fait, j'avais envie de créer un truc à ma vision, avec ce que j'avais envie de raconter, ce que j'ai envie de faire, et puis surtout en montant une équipe à notre image avec Thomas, quoi. J'avais envie de créer un truc qui n'existait pas, et j'ai l'impression qu'en tout cas, c'était la volonté du moment, quoi. Et tu vois, tu dis que c'est la volonté du moment. Ok, d'accord. Mais aujourd'hui, vous avez quand même 195 000 abonnés. Tu vois, je regardais, je me suis amusé parce que tu vois, aujourd'hui, dans le foot, ça se développe énormément. Je pense à l'after-foot. Tu vois, je te comprends pas, Riolo, ok? Mais Riolo, il a sa manière d'approcher et finalement, on l'écoute. Qu'on l'écoute en bien ou en mal. Aujourd'hui, ils ont 220 000 abonnés. Donc, tu vois, ça allait 25 000 abonnés de plus que vous. Tu vois, sur YouTube, j'ai regardé ça encore dans le train en arrivant. C'est que vous marchez du feu de Dieu. T'es quand même d'accord avec moi. C'est marrant de dire ça parce que moi, je me souviens encore les premières années à Webedia où on regardait le compte augmenter 15 000 abonnés, 20 000, on était contents, tu vois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je regarde plus. Tu vois, parce que je sais parce que les enjeux sont un peu aussi ailleurs, mais c'est vrai qu'on croise beaucoup de gens. Franchement, cet été, aux Jeux Olympiques à Lille, quand avec Thomas et Steph, on sortait pour aller boire un coup entre les 2 matchs, mais le nombre de gens qu'on croisait, qui nous disaient super bravo et tout. Moi, en fait,
j'hallucine toujours. Non, parce que j'ai pas fait ça pour ça. Ah, c'est beau, c'est beau. Non, mais en fait, j'ai fait ça parce que j'avais envie de parler, j'ai envie de raconter des choses, j'ai des trucs qui me viennent de là et j'ai envie de le dire. J'ai pas fait ça pour la reconnaissance. Alors après, on vit à Paris. Quand ça marche, que tu es reconnu, évidemment, il y a plein de choses autour qui vont avec, et tant mieux, et ça fait partie des à côté, mais c'est des à côté. En fait, je crois que c'est aussi le succès de First Team avec Thomas, c'est qu'on n'a jamais fait ça pour le succès. On a fait ça parce que depuis le premier podcast en audio dans mon appartement à la Coiffe, on s'éclate à le faire. Donc, tu analyses quand même les chiffres, hein, tu vois, quand je te parle justement de ces chiffres-là. Aujourd'hui, je veux parler aussi du business model. Tu vois, du business model sur les réseaux sociaux. Tu nous apportes un contenu gratuit. Tu vois, moi, j'appelle ça freemium parce que finalement, il y a du côté gratuit, mais du côté payant par rapport aux marques. C'est assez décrié ce modèle-là parce que tu vois, je dis par exemple, vous allez avoir des publicités. Tu vois, vous allez avoir des publicités, vous allez financer votre travail à travers la publicité. Est-ce qu'on t'a déjà donné des bons avis ou des mauvais avis par rapport au financement de vos médias? Il y a des fois, les gens sont un peu chafouins quand on met des pubs, en plein milieu de certaines vidéos, ouais, parce que les gens aiment le côté un peu authentique et que tout de suite, ils ont l'impression que quand on met des publicités, on a l'impression que du coup, qu'on profite d'eux, ce que je peux comprendre. Maintenant, la réalité, c'est que nous aussi, chez First Team, depuis le début, que ce soit à Webedia et aujourd'hui dans chez nos nouveaux représentants Influx, on est dans des studios de qualité. Ce qu'on produit, c'est qualitatif en termes d'image. Au bout d'un moment, le mettre deux appareils photo qui tournent et dans sa chambre, ça a ses limites. Et aujourd'hui, nous, c'est devenu notre métier. Il y a 7 personnes au quotidien qui travaillent chez First Team. Il y a 13 pigistes qui viennent sur les autres sports. Au bout d'un moment, l'huile de coude et l'amour du sport, il a ses limites. Donc aujourd'hui, c'est devenu, oui, une entreprise, c'est devenu le projet de notre vie. Et évidemment, il faut que ça soit lié à des rentrées d'argent importantes. Sinon, on ne fait plus rien, quoi. Moi, je suis totalement d'accord avec toi, mais tu vois, ces business models-là, ils ne sont pas forcément acceptés par le grand public. Ça dépend. Parce qu'ils aiment... Mais enfin, moi, tu vois, quand je dis que c'est une manière générale, je ne parle pas forcément de votre média, parce qu'on aime bien avoir du contenu de qualité, facilement sur YouTube. Finalement, c'est YouTube qui se fait financer avec des abonnements premium, à travers la publicité. Et vous, vous ramenez du contenu, mais derrière, comme tu dis, il y a 7 personnes qui bossent. Donc moi, je le comprends amplement. Mais comment tu fais cette bascule? Parce que là, tu parles de Webedia, tu vois, j'apprends des choses en même temps en discutant avec toi. Comment tu fais cette bascule de se dire, maintenant, je vais en faire un taf, je vais me rémunérer à travers mon activité? Comment tu fais la bascule? On t'accompagne? La bascule, en fait, elle se fait quand on décide de... On était payé à Dailymotion, on prenait 800 € par mois chacun. C'est bien de donner des chiffres. Moi, j'étais chez Beansport, donc j'étais dans ce qu'on appelle les CDDU. Donc, c'est un mix entre CDD, mais sans les trucs un peu relous, et un CDI. Donc, je renouvelais chaque année. Et je touchais... ma dernière année, je touchais 2300 € net à Bean. Donc, en fait, je fais 800 balles de Dailymotion. Et franchement, quand je sortais de la galère dans laquelle je sortais avec mes 400 balles du basket et des montages avec des APL, je peux te dire que j'étais le roi du pétrole. Ouais. Mais bon. Et du coup, quand on arrête tout ça et qu'on bascule complètement chez Webedia et qu'on a les studios... en fait, là, les mecs qui t'accueillent, mais il y a une régie commerciale derrière aussi qui te dit, bon, c'est bien ce que vous faites, il va falloir maintenant monétiser. Il va falloir ramener des sponsors, il va falloir que ça vive. Et là-dessus, Webedia, ils ont été fantastiques. C'est que pendant 5 ans, ils nous ont donné de l'argent tous les mois pour le temps qu'on développe la chaîne. Mais c'est à partir... Quand on va chez Webedia et qu'on change de nom et qu'on s'appelle First Team, ça y est, c'est notre métier, on y est tous les jours au studio et c'est le projet de notre vie. Et si tu as un conseil par rapport, tu vois, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent... Je veux pas parler parce que quand tu parles de Webedia, je pense aussi aux créateurs de contenu. Je veux pas dire influenceurs, mais je vais dire créateurs de contenu. Et aujourd'hui, justement, ça devient un métier, il faut se rémunérer, on apporte du contenu. Mais comment toi, tu vois, tu as du caractère, comment tu prends ces informations? De te dire, tu vois, j'aime faire ce que je fais, mais il faut que je le monétise et il faut que je délègue cette partie-là à une agence à qui je dois faire confiance à 100%. Toi, concrètement, comment tu le prends à ce moment-là? Tu te dis, vas-y. Moi, je parle beaucoup avec Wax. Je sais pas si tu vois qui c'est. Non, je connais pas. Wax, c'est un guitariste fan de NBA qui venait nous voir dans le public de Dailymotion à l'époque. On s'est rencontrés comme ça. Et c'est un mec qui connaît très bien le YouTube game et qui était très proche de Webedia. Et à un moment donné, voilà quoi, on discute beaucoup. Il nous explique tous les modèles économiques, tout l'argent qu'on peut faire autour de ça, même si... Encore une fois, c'est pas notre but premier, mais à partir du moment où on va en faire notre métier, il faut bien vivre.
Et à mon nom, c'est une prise de décision, c'est de se dire, ok, ben là, au lieu d'être un journaliste à BeIN et d'être un salarié, d'avoir mon salaire tous les mois et de faire ce que je fais, et c'était génial la vie à BeIN Sport, je me suis dit, non, mais en fait, j'ai envie de plus. J'ai l'impression qu'on peut faire plus, mais faire plus, c'est aussi, du coup, ben, avoir rajouté une bulle dans ta tête d'entrepreneur, de se dire, ben, faut aussi aller chercher de l'argent. Ok, d'accord. Ouais, ouais. Bah, après, moi, je pense qu'on n'a pas le choix non plus. Parce que si on Ben veut oui, grandir, si tu veux grandir, tu vois, d'avoir des caméras, d'avoir du personnel, bien d'avoir sûr. un Des studio. monteurs, Ouais, des ouais, réals, exact, ouais. du matos. Enfin, nous, le Ouais, studio qu'on a à Influx, là, mais tu sais, on a une régie, on a on a un ingé son, on a un réal, on a un monteur. Enfin, les gars, au bout d'un moment, tu vois, c'est cool à regarder, mais ouais, ouais, c'est pas Thomas et moi qui s'asseyons dans un canapé, on fait play et c'est comme ça, tu ouais. vois. Et comment ça fonctionne toi, moi, je trouve que tu as été aussi accepté facilement par les joueurs pros. Je pense à Nicolas Batum, qui vous a donné un coup de pouce, tu vois. Même quand il était aux États-Unis, Ouais, Nico. il venait ce coup de pouce. Est-ce que ce coup de pouce-là, il le faisait à travers. Il demandait d'être rémunéré, il demandait d'avoir de la visibilité, ou il le faisait parce que c'était Erwan et Thomas qui leur demandaient. Comment ça fonctionne, justement, ce côté-là? Alors, bon, déjà, Nico, il a jamais demandé 1 euro, hein. Nico, il le fait parce qu'il kiffe. Mais Nico, ça sera un super consultant en fin de carrière. Nico, il le fait parce qu'il adore ça. Et c'est vrai qu'il adore ça parce qu'en nous regardant, ben, il nous a dit, oh, putain, ok, ces gars, ils sont crédibles. Ouais, Et ça, pour moi, je vais te le dire, mais là, Nico, c'est le meilleur exemple. Mais quand on croise beaucoup de mecs de BetClick et tout, tous les mecs nous disent, gros, les gars, c'est lourd. Les gars, c'est bien. Les ouais, gars, vous êtes justes. Vous avez raison dans ce que vous dites. Et le top du top, ça a été cet été avec les JO. ouais, Nicolas Lang, ouais. Nicolas Lang, il arrête pas de me dire, même si bon, je veux pas y croire une seconde, mais je la raconte l'anecdote parce qu'elle est marrante, il arrête pas de me dire, au Média Day de l'année, il fait, c'est toi qui as fait changer les Jeux Olympiques. Je fais, mais qu'est-ce que tu racontes? Je fais, non, non, tu as dit qu'il fallait, depuis le début, tu mets des branlés, tu dis faut mettre Gershon en 4, faut arrêter de jouer grand et tout, c'est toi. Et quand t'as. Je fais, mais attends, mais Vincent, il a bien compris, il a su, nanana. Il fait, non, non, je suis sûr que c'est toi qui as fait changer le truc. Donc ça me fait marrer que les joueurs pros, ils aient tu vois, ce regard-là sur ce qu'on dit, quoi. Donc, mais comme je te dis, on n'est pas juste des fanfarons, on connaît le jeu, quoi. Donc on le dit aussi. Les gens disent, ouais, c'est cool, c'est marrant de vous voir. Ok, c'est marrant. Mais nous, la promesse, ça sera jamais, on va vous faire rire. On n'est pas des comiques. On est des mecs qui aimons le basket, qui vivons le basket à 2000% depuis qu'on est tout petit. Et on retranscrit ça. Et évidemment, après, il y a du sourire, il y a la bonne humeur. Mais avant tout, on analyse. Mais moi, quand même, je kiffe, c'est quand tu pousses tes coups de gueule. Après, tu vois, avec Thomas, vous êtes un bon binôme. Toi, tu le disais que vous avez une approche différente. Et j'aime bien tes coups de sang, parce que je sais que quand tu vas t'emporter, tu vas y aller franco. Et c'est vrai qu'au JO, première partie, ils se font laminer, etc. Et tu te dis les choses cash. Jusqu'à même aller impliquer le sélectionneur. Ouais, Et, ça et, m'a coûté cher, hein. ah ouais, bah, c'est une bonne question. Parce que tu vois, je me dis, tu as les ouvertures, tu vois, des joueurs, mais tu vas, entre guillemets, parler franco sur le sélectionneur, sur le staff. Qu'est-ce que les retours que tu vas avoir, justement? Est-ce qu'on t'interdit après d'accéder Non. à la salle, d'accéder... Non, non, Non? non, 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 parce que je les connais bien, les gens de la Fédé, les joueurs de l'équipe de France, je les connais très bien aussi. Je sais que la séquence sur Vincent et l'hymne national contre l'Allemagne en poule à Lille, où moi j'ai un ressenti visuel qui est terrible et le scénario du match me donne raison, en tout cas dans ce que j'imagine, a tourné beaucoup entre les joueurs, joueuses de l'équipe de France qui sont tous envoyés un peu le truc en disant waouh, regarde et tout, il a détruit Vincent. C'est pas le but de détruire Vincent, mais bon, à ce moment-là, je sais pas, Steph, par contre, Brun m'a dit que j'étais allé trop loin, d'autres m'ont dit que c'était limite, d'autres m'ont dit... Stéphane Brun t'a dit ça? Ouais. Ok, ok, ok. D'autres m'ont dit que non, c'était, écoute, tu fais ce que tu as à faire, voilà, bon, bref, chacun a son avis là-dessus, mais en tout cas, je l'ai fait parce que c'est venu comme ça et je voulais partager ce ressenti-là. Après, après Vincent Collet, je l'ai recroisé le soir de la finale. Alors? Et donc, du coup, je parlais avec Pascal Donadieu, puis il est venu un peu aux alentours, genre. Je fais, félicitations, Vincent. Il fait, non, non, tu me dis pas félicitations. Et puis, du coup, on a ouvert une discussion parce que c'est un mec ouvert et tout. Et on a discuté. Il m'a dit ce qu'il avait sur le cœur parce que je pense que ça l'a touché. Et c'est normal et je peux le comprendre. Donc, je lui ai dit, je peux avoir un droit de réponse. Il m'a dit oui. On a échangé et tout. Voilà. Après, écoute, moi, il fait son métier, je fais le mien. J'ai pas eu l'impression d'aller dans du personnel, dans du privé. Donc, écoute, je crois que c'est pour ça qu'on nous regarde aussi, même si moi, je me dis jamais, je vais faire du sensationnalisme, tu vois. Je vais faire un truc pour que ça marche. Non, c'est sorti comme ça parce que c'est comme ça que je le ressens. Mais ta personnalité le veut aussi. Franchement, Mais quand c'est tu ce que je prends... suis, en fait, c'est ce que je te dis. Ouais, ouais, c'est clair. Comme quand tu dis, quand tu vois un sauvageon de Marseille, quand t'étais joueur, quand on joue en cadet l'un contre l'autre,
qui avait une envie débordante, ben c'est toujours pareil en fait. Je calcule pas, je me dis jamais tiens, je vais dire ça, je vais faire cette sortie, ça va marcher, on va le découper sur le réseau. Pas du tout. Ça c'est le pire truc à faire. Tu vois, moi, je me dis quand même, si demain, je crée un média en ligne et que le sélectionneur d'équipe de France, sur qui j'ai parlé, vient me voir et prend en considération où ça le touche, ce que je lui dis, est-ce que tu me dis pas indirectement, bon, ben, j'ai quand même réussi un petit peu, hein. Non. Non, mais c'est que t'es écouté. Non, mais voilà. C'est Par que contre, t'es c'est ce qu'on écouté. m'a dit. On m'a dit, oui, mais alors en fait, il me dit qu'il s'était coupé des réseaux qu'on lui a envoyés. Bon, on connaît Ouais. on connaît ça. On connaît. On connaît. Bon, maintenant, le sélectionneur d'équipe de France, c'est Freddy Fotoux, Ouais. que je connais, qui est un Ah. peu plus chaud. Donc, si jamais j'ai une sortie sur Freddy, si je lui dis droit de réponse, je suis pas sûr qu'il me dise oui. Ou en tout cas, ce sera pas le même. Mais bon, voilà, mais voilà, on aime tous l'équipe de France. On a tous vécu des JO fantastiques. Et puis, au final, même toi, tu le sais, c'est qu'il fallait pas jouer grand, c'est tout. Il Ouais. fallait mettre Gershon en 4 Ouais. dès le début, point barre. Ouais. Mais bon, après, le problème, c'est qu'on a. Moi, je pense qu'on a eu la phobie des grands. Tu vois, à notre époque, il n'y avait pas beaucoup de grands. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de grands. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a plein de grands qui sont costauds et que du coup, on sait pas trop comment les. Après, on va pas parler basket là maintenant, mais on sait pas trop comment les utiliser. Et toi, tu le dis, tu faisais 1m96, bon, 1m98, t'as joué 4. Je joue 5, même la Ouais, première année à t'as Biarritz. joué Après, 4-5, il a donc fallu que j'aille en espoir pour me décaler à l'aile, ouais. Tu vois, et donc c'est ça. Et ouais, d'ailleurs, tu shootais, ouais, je me souviens d'ailleurs. Tu shootais bien à 3 points, salopard. Ouais, je m'en souviens. Et d'ailleurs, je veux parler de basket avec toi parce que on est basketteurs. Mais qu'est-ce que vous avez une connaissance du basket européen, français et américain? Je suis scandalisé, j'emploie le mot scandalisé. Tu me sors les noms des coachs, les assistants coachs, le gars qui passe la serpillière. Mais je me dis, mais comment vous faites, les gars? Moi, j'ai toujours lu les magazines. À l'époque, déjà, tu sais, quand tu lis des magazines, mec, que t'as pas Internet à l'époque, quand t'as 14-15 ans que tu découvres l'NBA, déjà, les magazines, tu les lis 8 fois. Donc, en fait, tout. Wow. Donc, en fait, tout. Moi, c'était tellement mon truc, le basket. Et puis après, quand tu joues à N2, N3, tu gagnes de l'argent, mais c'est un mode de vie de chômeur. Hein. Donc, tu passes tes vies à rien faire de tes journées, à parler à la muscu et à aller t'entraîner. Donc, tu regardes des matchs, tu lis des magazines, tu lis des. Moi, j'ai toujours aimé l'histoire, en plus, à l'école. Et moi, l'histoire m'a toujours fasciné. Et c'est fou que Thomas soit dans le même moule que moi. Steph, pareil. Steph, sur l'Europe et le basket français, il est vraiment injouable. Sur l'NBA, je pense qu'on est un peu plus pointu que lui sur l'histoire. Mais Steph, sur l'Euroleague. Donc, les trois, là, on est vraiment. Ouais, pour nous prendre sur un quiz, il faut être chaud. Mais c'est abusé. Mais les gars, parce que tu vois, ok, on fait du basket, on connaît le basket, mais vous, c'est abusé. En Euroleague, parfois, tu me sors des noms. En plus, il faut les sortir, les noms. Mais moi, je me dis, mais comment vous faites? Est-ce que vous avez une. Tu vois, et ça c'est un tip que tu pourrais donner à ceux qui veulent se lancer. Est-ce que tu fais de la veille particulière? Non. Est-ce que c'est vraiment que de la lecture et tu prends des informations? Non, moi, j'ai tout ce que je regardais, je le retenais. Les magazines que j'ai lus, Sérieux? les magazines que je lisais. Et pourtant, quand tu vois mes notes scolaires, ma mère, si elle entend ça, elle va dire, mais attends, tu te fous de ma gueule. Mais moi, les magazines que je lisais, ben, je m'en souvenais. Les matchs que je regardais, je m'en souvenais. Quand je jouais à Bayonne en National 1, tous les samedis soirs, tous les dimanches soirs, il y avait le match ACB. Donc, je regardais pendant 2 ans, j'ai regardé du basket espagnol. J'ai toujours regardé du basket. Le championnat français, je le regarde depuis les années 2000 et ainsi de suite. Et je retiens, ça me plaît, quoi. Tu vois, ça me marque. Purée. Moi, je suis impressionné par et ce niveau de détail. Tu vois, et aujourd'hui, tu vois, je parlais des personnes qui vous ont donné un coup de pouce, comme Nicolas Batum, mais tu arrives à voir Victor en exclu, tu vois, Victor Wembanyama en exclu. C'était lourd, ça. Mais c'est un truc de dingue. Tu arrives à voir Mike Pietrus, on le connaît très bien, Mike Pietrus. Mike, tu vois, dans les médias, il passe pas souvent. Et moi, je sais que tu vas vous déplacer à Bordeaux. En plus, je crois que c'était chez Moses, dans sa C'est salle. ça. On l'a eu. J'en ai discuté un petit peu avec lui. Et je me dis, mais le podcast, ça dure quoi? 3 heures? Non. Franchement, il dure Il y a longtemps. 1h30. En 3 parties. Mais qu'est-ce que j'ai kiffé. Je crois que je pouvais le regarder 3 heures. Et là, je me dis, mais les gars, qu'est-ce que vous êtes bons. Je sais pas si c'est parce que je connais Mike et il parle pas beaucoup dans les médias. Mais je me dis, comment tu l'abordes? C'est son début de carrière. Et c'est là où je vous trouve fort, les gars. Début de carrière. Les moments forts. Tu retraces ce moment que tu as eu en commun avec lui. Et tout ça en 3 parties où ça dure 1h30. Et franchement, quand je regarde les statistiques, elles sont juste dingues. Moi, je me dis, comment vous faites? Franchement. Mais Je suis obligé de te demander comment vous faites. Tu fais bien, mais je pense que là, on a une proximité avec les joueurs. Je pense que les joueurs, tu disais, toi, que tu te retrouvais pas spécialement en David Cosette et en Jacques, même si ce qu'il faisait, c'était très bien. Je crois que les joueurs, cette espèce de rôle qu'on a, Thomas et moi, on parle comme un journaliste, mais quelque part, on a aussi on est des anciens joueurs. Je pense que les joueurs le ressentent comme ça.
Alors après, Mike, c'est différent, on se connaît depuis qu'on a 15 ans, on s'est tiré la bourre. Et t'en étais le premier témoin, on se tirait la bourre comme des fous pendant 2 saisons. Les joueurs, il y a un feeling, tu vois. Je sais que cet été, quand on a Gershon, Eli, Evan, tout ça et tout, les mecs, les journalistes, certains journalistes, je vais pas dire qui, ils ont gueulé à Comme Sport, tu vois, en disant, mais attendez, mais pourquoi First Team, ils ont tout? Mais parce qu'en fait, quand Evan, il vient, il y a un truc différent, tu vois. Quand Gershon il vient, il y a un truc différent. Nous, sur les interviews qu'on développe, c'est vraiment notre truc. On est nous-mêmes. On parle comme si on buvait un verre. Et qu'on vas-y, raconte-nous. Et puis surtout, ça nous intéresse de fou. Ouais. Tu vois, quand tu parles de la culture et tout, en fait, ça nous intéresse. Ouais. Raconte-moi, dis-moi ci, dis-moi ça. Et aujourd'hui, on a gagné une crédibilité, une notoriété. Mais tu vois, tu parles des joueurs, mais Janelle Salin, tu vois qui c'est, la joueuse de l'équipe de France? Non, la toute jeune, qui joue à Skio. Je suis désolé, je regarde pas. C'est pas grave. Mais Janelle Salin, tu vois, elle est venue. Et en interview, elle était trop contente de faire, mais je vous regarde de fou et tout. Parce qu'aujourd'hui, les mecs de notre génération, c'est dur de les avoir en interview. Moi, les 82, il n'y en a plus. Ouais. Ou alors, c'est des anciens comme Mike et toi à voir. Exactement. Mais par contre, toute la génération 2000, 2003, 2004, les mecs, ils nous regardent depuis qu'ils ont 12 ans maintenant. Ouais. Et ils ont ce côté, putain, c'est des mecs marrants, c'est des mecs cool, c'est des mecs qu'on connaît depuis des années parce qu'on les regarde quand on avait 10, 11, 12 ans. C'est le cas de Victor, c'est le cas d'Armel, c'est le cas de les frères Sarr. Tu vois, et ça, c'est une nouvelle, ça ouvre un nouveau chapitre, un truc de dire, en fait, c'est des mecs qui nous regardent, Zachary Rizaché, ils nous regardent depuis qu'ils sont petits. Et le rapport, il est trop... Et du coup, il change par rapport à nos gars avec qui on jouait. Et c'est dingue, mais donc, Victor, comment t'as l'exclu? Victor, j'ai comment l'exclu comme sport, clairement, et Issa. Ouais. Issa qui gère l'image de Victor et qui on est très proche. Victor qui dit, eux, je les aime bien, je les écoute, c'est crédible. Les parents aussi qui nous aiment bien, qu'on rencontre toute l'année du côté des Mets. Et puis on est patient, on sait que ça va arriver. Et parce que Victor nous l'a dit, que c'est un mec de parole. Et puis un jour, un lundi férié, avril, à Webedia, il n'y a personne. Et il déboule. Avec Issa, donc on fait... Attends, il te prévient avant? Oui, quand même. Ah, d'accord, oui, le mot il déboule, je me suis dit... Non, et on fait 1h40 d'interview exceptionnelle. Parce que tu vois, et c'est là où j'aime beaucoup vos interviews, c'est que tu vois, il peut aussi se dire, bon, tiens, Erwan, il va me poser des questions, je vais être dans la merde. Parce que moi c'est ça que j'aime bien chez toi, c'est qu'à tout moment, ça peut déraper, tu vas poser la question que la personne n'a pas envie d'entendre, tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, mais je crois que les mecs, ils le savent aussi, tu vois. Qu'en fait, moi, le but, je suis pas là pour mettre les gens dans la merde, mais à un moment donné, ils me connaissent aussi, ils savent qui on est, ils savent comment on travaille. S'il y a une question à poser, par exemple, avec Evan sur Jean-Pierre de Vincenzi, Jean-Pierre Ciotat cet été, bon, on lui a posé la question. C'est ouf, mais ça, c'est ouf ça. On lui a posé la question. C'est ouf. Tu vois Gershon, la première fois où il reparle de la bagarre contre le Partizan avec Dante Exum, c'est chez nous. Mais c'est là où je me dis, ils savent qu'ils vont aborder des sujets et ils y vont quand même. Ils savent que... Gershon, la bagarre, qui a quand même été une mauvaise pub pour lui, tu vois, ça a pas fait du bien à son image. Il n'en a jamais reparlé, tu vois, et on n'en a même pas parlé à l'avance. Et il nous en parle dans l'émission. Parce que je pense que les gars, ils ont confiance en nous. Ils savent qu'on n'est pas là pour leur mettre une banane. Nous, on est juste contents de les avoir. Et puis ça profite à tout le monde. Et puis quand tu sors d'une interview First Team, j'ai l'impression aussi que les gens peut-être te connaissent plus. Ouais. Et bon, je vais faire le parallèle parce que tu vois, il y a Tony Parker qui avait lancé justement avec Squeak, je sais plus comment Squeak, je sais plus comment on appelle trop le média. Et il avait fait une interview, il a interviewé des personnes, tu vois, Zidane, il a interviewé beaucoup de monde. Je vais pas mettre un pavé dans la mare, mais je trouvais pas pertinent. Mais je suis obligé de t'en parler, mais je te demande pas forcément de commenter, je trouvais pas pertinent. Et à ce moment-là, je me suis dit, quand je dis pas pertinent, ça veut dire que j'apprenais pas des choses que je ne connaissais pas de la personne. Tandis que vous, quand je vous écoute, je sais qu'à un moment donné, il y aura ce petit truc en plus que je ne savais pas et qui va sortir sur les réseaux et qui va tourner en boucle. Comment toi t'expliques qu'on peut avoir autant de moyens et pas buzzer et vous, justement, partir un peu d'en bas et plus buzzer? Je sais pas, nous on a une histoire, dans ce métier-là en tout cas, on a un rôle qui est différent, une approche certainement qui est différente. J'imagine que quand Tipeee parle à Zidane, il a pas la même approche que moi je peux avoir, tu vois, ou même le même regard, tu vois. Je pense que Tipeee Zidane, tu vois, ils se considèrent au même niveau, tu vois, c'est deux grands sportifs et tout. Moi, j'ai quand même ce truc de, je vais laisser de la place aux sportifs. Moi, c'est lui que je vais entendre, je vais aller te chercher, moi, je vais juste te guider pour que tu me dises des choses.
Donc voilà, puis après, on est bon dans ce qu'on fait. Il faut aussi se le dire. Nous, je pense qu'on est bon dans ce qu'on fait et qu'il y en a peut-être d'autres. Tipeee, t'es un grand basketteur, bien meilleur que moi. Je suis peut-être un meilleur intervieweur que lui. Ben voilà. Bah, moi, je te le confirme, tu es bien meilleur que lui en tant qu'intervieweur. Et si tu aurais interviewé Zidane, toi, mais ça aurait été magique. Un jour. Ça aurait été magique. Un jour, parce que tu sais que sa cité, elle est pas loin de la mienne où j'ai grandi. Elle est juste derrière, dans les quartiers nord. Marseille, bébé. La Castellane, la Calade, c'est pas très loin. Ouais, non, mais ça aurait été génial. Mais non, mais c'est clair. Et tu vois, moi, j'aime bien ces exclus, j'aime bien un peu ce que vous avez fait. Et je voudrais parler un petit peu aussi, parce que j'ai vu que tu l'as mis First Team. T'as mis First Team Food, t'as mis First Team... Tu vois, t'as fait une déclinaison de First Team. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Vas-y, raconte-moi. Alors, First Team Food, on est des bons vivants. Ouais. On est des bons vivants. On aime les restos, on aime le bon pinard, on aime sortir. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est fait un délire First Team Food sans grande prétention, mais ça a pris, les gens, ça les fait marrer. Mais on travaille sur un nouveau projet en plus pour bien le développer, le compte Instagram. Mais là, les vraies déclinaisons, donc c'est FT Sport maintenant, c'est une autre chaîne sur YouTube qui a plus de 100 000 abonnés aussi, où là, on produit des émissions Formule 1, foot, rugby et vélo. Donc en fait, quand on était chez Webedia, on avait tellement de matos autour de nous qu'on s'est dit c'est trop con de faire que du basket. Il y avait des mecs qui voulaient faire ce qu'on faisait mais sur d'autres sports. On s'est dit vas-y, on va produire aussi. On va se mettre dans une peau de producteur. Et franchement c'est cool aussi, tu vois, mais c'était pas prévu. Mais au bout d'un moment, quand les occasions sont là, il faut les saisir. Et donc aujourd'hui on produit des émissions d'autres sports. Quand tu parles de production, ça veut dire que tu es derrière les manettes et justement... Non. Alors ça c'est, pardon je te coupe, mais t'as le producteur, t'as le producteur, producteur, en fait, c'est là. Nous, on est là, c'est First Team qui produit, en fait. T'es dans les locaux de First Team, c'est sur la chaîne First Team, c'est nous qui produisons. C'est ça, dans ce côté-là. Et après, t'as aussi, on met les techniciens qui, eux, produisent, mais de manière plus directe dans la régie. D'accord. Et t'es fier, justement, de toutes ces déclinaisons-là, ou il y en a certaines que t'aurais pas voulu faire? Ou tu dis, bon... Non, je suis fier. La Formule 1 est un super produit et qui cartonne. Le foot, ça a été bien, même si on veut relancer quelque chose de nouveau, mais c'était bien. Le rugby, c'est cool, non? Puis ça donne la chance à d'autres gens, tu rencontres d'autres gens, ça fait du taf en plus. Mais non, je suis très fier de ces déclinaisons-là. Il y a des choses qui marchent mieux que d'autres. Mais en tout cas, aujourd'hui, tu vois, quand on se projette sur ce que veut devenir First Team, parce qu'on est qu'au début de l'histoire, mais ça fait quasi 10 ans, on se dit, ok, on a le basket, mais on peut aussi avoir potentiellement un jour un vrai média. Et si un jour, il y a un mec... sans limite qui dit mais attends, il y a déjà ça qui est en place, on peut rêver de plein de choses. Bon, attends, il faut que tu me donnes la définition d'un vrai média. Parce que moi, aujourd'hui, je vous considère comme un vrai média. Et c'est ça qui est très important, c'est que, tu vois, souvent, quand on arrive à des paliers, tu vois, c'est comme dans le sport, tu vois, on arrive à des paliers, le gars qui arrive en équipe, je sais pas, à Pau, tu vois, toi, tu passes de Biarritz, tu arrives à Pau, mais c'est pas la fin, tu veux toujours passer un second palier. Là, j'ai l'impression que, tu me dis encore, je suis au début, j'ai 195 000 abonnés sur YouTube, je suis qu'au début. C'est quoi un vrai média? Aujourd'hui, le mot, il est beaucoup utilisé, voire parfois galvaudé. Ouais. Je trouve que ça peut faire prétentieux des fois de dire média, mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'on est malgré tout, parce qu'on donne de l'info régulièrement et de manière assez sérieuse. Donc oui, on est un média numérique. Voilà, mais c'est vrai que moi, j'ai grandi en mode les médias, c'est France Télé, c'est TF1. Ouais, mais ça a changé. Mais bien sûr que ça a changé. Mais quand tu grandis avec ça, quand on te dit, ah, mais vous êtes un média, tu fais, oh, attends, tranquille. Mais oui, finalement, aujourd'hui, on l'est et on souhaite à le devenir de plus en plus. Donc, ça veut dire que je comprenne. Donc, toi, tu considères qu'aujourd'hui, avec tes 195 000 abonnés, le fait justement de proposer un contenu alternatif, voire même différent, des vrais médias, c'est pas suffisant? Ah, mais dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas d'entre-deux. Ouais. C'est où tu avances ou tu recules. Ouais, donc j'ai vite choisi. Hein. Ouais, je suis d'accord. J'ai vite choisi. Puis aujourd'hui, on est représenté par un agent qui s'appelle Manuel Dias. Donc je t'invite à aller voir un peu son petit parcours. Avec plaisir. D'entrepreneur. Avec plaisir. Et c'est un mec qui aujourd'hui, c'est pour ça aussi qu'on est allé dans cette nouvelle structure qui nous représente. Parce que lui, justement, il a senti le potentiel chez nous en disant c'est bien ce que vous faites, les gars, mais on peut aller voir beaucoup plus haut. Et en fait. C'est encore une fois, je suis plus en CDI chez Beansport en me disant, ok, c'est cool, on produit une émission, je commente un match ou deux dans la semaine et c'est peinard. Et je suis chez moi à 18h. Non, en fait, l'aventure, elle est fantastique, humainement, professionnellement. Donc, être entouré et représenté par un mec qui te dit, non, on peut aller tout là-haut, c'est kiffant. Ça donne envie. Ouais, mais moi, attention, j'ai jamais... Ma motivation autour de First Team, elle n'a jamais baissé. Jamais.
Et je te dis, pour moi, c'est que le début. J'ai 42 ans, tu te rends compte? C'est rien. Ah, mais c'est rien. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est rien, mon gars. Il y a tout à faire encore. En tout cas, t'as largement l'énergie. Et puis, t'es présentateur à la télé, quoi. Tu vois, Non, mais on va pas se mentir. Tu vois, je te parlais de Georges Eddy. Et moi, je pense que tu l'as quelque part un petit peu remplacé. Ou du moins, t'es les gens. Non, si. Okay. Moi, pour moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, si on fait un sondage sur Instagram, t'es le Georges. T'as la même image que Georges Eddy avait dans les années 80. C'est un sacré compliment. Pour les jeunes des années 2000, 2010, tu vois. Moi, je suis convaincu. Je pense qu'on te l'a déjà dit. C'est sûr. Je suis pas là pour t'envoyer des fleurs. Non, mais je sais, je te connais. Et je m'en fous de te dire ça, mais j'ai l'impression que quelque part, quand t'es présentateur télé, ben les gens veulent t'entendre. Et c'est un peu comme Stéphane Brun, tu vois. On parlait justement Stephen, sinon on va gueuler. T'as pas de culture en sport, si, il y a Cholet, c'était ça, non? Ouais, si. Relou, ouais, très relou. Ouais. Et très, très bon, d'ailleurs. Il avait même joué en Suisse. Mais bon, ça, c'est une petite aparté. Moi, j'aime bien quand vous prenez la parole. Tu sais, la dernière fois, vous avez fait justement c'était sur Doncic, Lucas Doncic, vous avez fait l'exclu. Et je le voyais dans son lit. Il y avait son fils qui venait, qui venait le titiller. Mais cette authenticité, elle est magique. Mais vous avez vraiment ces exclus-là. Tu vois, lui, il disait justement qu'il avait une exclue avec les Dallas. Est-ce que vous avez vraiment ces connexions faciles? Ça nous arrive. C'est pas ce qu'on veut faire, parce que chaque fois qu'on a sorti quelques exclus, on a souvent été remis en cause. On a été les premiers à dire en France que Tipeee allait quitter les Spurs en fin de saison à l'année où il va signer aux Hornets. On s'était fait insulter de tous les noms. Mais c'est pas grave, ça, en fait. Mais des exclus, on en a quelques-unes, mais on peut pas tout dire. Mais tu les as comment, ces exclus? Allez, balance de trucs. Non, mais ça, tu peux pas dire. Tu peux pas dire, mais tu vois, par exemple, un cas Tipeee, bon, maintenant, c'est passé. Tu l'as par rapport à l'ami d'un ami d'un ami. On a l'info. On a l'info parce qu'on est des gens de confiance. Et justement, on a beaucoup d'infos et on trie. On dit pas tout. Parce qu'au bout d'un moment, si tu sors un scoop, mais que derrière plus personne te parle, tu fais quoi? Ouais. Et moi, je trouve que dans cet équilibre-là, ouais, on est très bon et on est très juste. Et les joueurs, les coachs, les gens autour du basket, qui ont ces infos-là, le savent. Donc voilà, nous, on a été les premiers, un des premiers à savoir l'embrouille entre Evan Fournier et Jean-Pierre Ciotat. Ok. On l'a su, on l'a pas sorti. Parce qu'on vous... Attends, vous l'avez pas sorti parce qu'on vous a dit de pas le sortir? Non. Ou parce que vous vous concertez en interne et vous dites... Mais moi avec Thomas, on a cette info-là. On dit, waouh, c'est ouf et tout. Mais en fait, je me dis, on est entre Lille et Paris, mais si on sort ça, en fait, on met un fuego de l'espace. Ouais, c'est vrai. Et c'est ce qu'on veut, nous, en fait. Et c'est pas votre rôle aussi, quelque part. Exactement, c'est ce qu'on veut. Nous, on veut mettre le feu à l'équipe de France rajouter à ça, en plus, en plein Jeux Olympiques, quand on voit la suite. Ouais. Donc non, moi, c'est pas ce que je veux pas être un journaliste à sensation. Moi, je suis là pour parler de basket. Après, j'ai des infos, j'ai des trucs. Quand ça sort, je rebondis dessus. Oui, on a su. Mais avoir des exclus pour faire du putaclic, pour parler vulgairement, c'est pas nous. Ouais. Ça sera jamais nous. Mais on a des infos, on en a plein. On connaît tout le milieu. Des agents, mais ils nous parlent aussi parce qu'ils savent que on va pas tout de suite mettre un tweet. Ouais. Après, tu te grilles. Ouais. Et tu te grilles, en fait, et au final, le calcul, il est pas bon parce que tu perds tout. Ah, mais Et puis, je vois aussi à quel point vous êtes structuré finalement. Tu vois, aujourd'hui, on vous voit, toi et Thomas, à l'écran. On voit aussi Stephen. Mais on voit à quel point... Moi, je retiens vraiment ça de notre échange. C'est à quel point tu es staffé. Tu vois, tu es devenu staffé, tu es devenu... c'est vraiment structuré. Et je vois même quand tu parles, finalement, moi, je suis convaincu que la confiance des agents, la confiance des joueurs, la confiance d'un staff vous donne plus de crédibilité, certes, mais j'ai l'impression vraiment que tu es bien conseillé. Vous êtes bien conseillé. Dis-moi si je me trompe. Non, mais on est... Parce que... De toute façon, Thomas est un mec très intelligent. On a des visions souvent similaires, mais même quand c'est différent, on arrive toujours à s'écouter, à se parler. En fait, on s'est jamais pris la tête avec Thomas. On a aussi toute une équipe derrière. On va les citer: Aymen, Tom, Jérémy, Paul, Léo, qui chacun dans leur rôle, au bout d'un moment, nous disent aussi des avis, des choses. Donc on est très à l'écoute du truc. C'est pas on est les rois et on fait ce qu'on vous dit, tu vois. Donc ça, c'est intéressant. Stephen, qui est moins là parce qu'il est beaucoup chez RMC, donne aussi ses avis. Donc on est beaucoup dans l'échange et je crois que c'est notre force aussi, quoi, de fonctionner comme ça. Et d'ailleurs, en parlant de Thomas Laroukis, c'est bien ça, hein? Ben oui. Thomas Laroukis, tu sais, je l'ai croisé cet été au Quai 54.
Et donc, il me dit justement qu'il travaille avec First Team. Il me dit aussi que tu es président du club de Malakoff. Plus trop. Je le suis encore officiellement, j'ai le titre. J'y mets plus trop les pieds, j'ai vraiment plus de temps. D'ailleurs, il faudrait que j'officialise et que je passe un peu une tête au club pour passer la main, il est temps. Sérieux? Et t'as été président pendant combien de temps? Parce que ça, c'est quand même le summum, quand même. 5 ou 6 ans. Enfin, je suis pas Ouais, mais t'es quand même président, mec. T'as des... Malakoff, c'est... Le club de basket. Malakoff, en fait, c'est à l'époque où je fais le lien entre Christophe Denis et Malakoff pour qu'il puisse coacher. Parce que c'est un club qui me tient à cœur. C'est un club qui m'a énormément aidé quand je suis arrivé à Paris. Voilà, j'ai rencontré Thomas là-bas. C'est un club qui m'a permis, je te dis, d'avoir un appart pendant 5 ans à un prix défiant toute concurrence pour pouvoir rester à Paris le temps de faire ce que j'avais à faire. Donc Malakoff, c'est un club qui me tient vraiment, vraiment beaucoup à cœur. Et voilà, je voulais rendre un peu, j'ai eu cette opportunité-là. C'est pas moi qui ai demandé. On m'a demandé de le faire, je l'ai fait pour rendre ce qu'il m'avait donné. Voilà, je crois que c'est ça aussi le basket. C'est aussi rendre ce que ça nous a donné. Et même si on n'est pas des joueurs, en fait, moi je crois qu'aujourd'hui, c'est le basket qui m'a donné ce que je suis aujourd'hui, tu vois. Moi, le basket, oui, j'aurais voulu être un joueur de l'équipe de France et jouer un Euro. Ouais, on est d'accord. Mais j'avais pas les qualités pour. Mais par contre, le basket m'a donné des trucs qui, aujourd'hui, dans ma vie d'homme, m'ont aidé de fou. Donc, en fait, t'es toujours gagnant quand tu joues au basket. Franchement, tu me fais la belle transition pour la fin. Moi, c'est pour cette raison que je vais interviewer des anciens sportifs, professionnels, amateurs, des gens qui ont fait du sport. Parce que je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que ça nous apporte. Tu vois, quand on veut se reconvertir, et moi, j'en suis témoin. Aujourd'hui, mon agence travaille dans le sport, mais l'éthique de travail, la persévérance, il y a plein d'éléments que finalement, j'ai pas appris en cours, j'ai pas appris à l'école. Je l'ai appris sur un terrain de basket, en t'affrontant, en jouant avec Mike Pietrus, en jouant avec Flo Pietrus aussi, en jouant avec, il y avait Boris Dio. Enfin, on avait tout un concept en tant que sportif qui nous amène à avoir un mindset particulier. Vous aviez une équipe de sport de tricheurs quand même. On va en discuter maintenant. Fabrice Periac, Arthur Drozdov, Michael Pietrus, Boris Dio, Flo Pietrus. Allez vous faire foutre. Non, mais c'était... Mais bon, après, malheureusement, ça m'a coûté du temps de jeu. Je ne jouais pas beaucoup. Oui, c'est sûr. Bon, moi, j'étais à Brest. J'en avais du temps de jeu. Il fallait venir à Brest, si tu veux. Ouais, c'est vrai. L'enfer. Mais en tout cas, mais t'as raison sur ce que tu dis. Moi, en fait, c'est mon école, mais pas que de la vie, ça a été le basket. Moi, j'ai un bac STT pour être secrétaire, je m'en suis jamais servi. Derrière, j'ai fait un semestre à la fac en stab, j'ai rien appris. Moi, tout ce dont j'ai appris, c'est les rencontres et c'est ce que m'a appris la vie de groupe, la vie dans un vestiaire, les bons, les mauvais côtés. Mais de fou. De fou. Et la preuve, on se retrouve là 10 ans plus tard, on s'est pas... 10 ans, gros, on jouait ensemble il y a 25 piges. Non, mais on jouait la Contode il y a 25 On s'est recroisés quand je travaillais au syndicat national des basketteurs. Ça fait 10 piges. Tu vois, peut-être 10, non, même plus. Tu vois, on a fait une sélection ensemble, autant que sur l'autre. J'ai la photo. Et d'ailleurs, attends, j'ai la photo. Je la mettrai là, la photo. Elle est à la maison. Et je voulais la ressortir, mais je me suis dit... par Lolo Villa. Exactement. Je ressortirai les photos. Mais voilà, on se revoit. C'est ça aussi le sport. Parce que chaque personne que j'ai croisée dans mon chemin, je leur ai demandé de faire le podcast. Ils ont accepté. Et aujourd'hui, tu vois, je regarde, aujourd'hui, t'es adulé, aujourd'hui, t'es entendu, t'es crédible dans le basket français. Un message Instagram et tu m'as dit oui. Et ça me touche énormément. Non, mais c'est vrai, ça me touche énormément parce qu'à un moment donné, je pense que le sport, on ne se rend pas compte de la force que ça donne et dans les relations. Moi, tous les gens que j'ai rencontrés sur mes premières années en centre de formation, c'est des gens... alors, tu peux pas garder contact avec tout le monde, mais par contre, à moi, si Patrice Imbianda m'écrit, le mec avait gagné le Nike Camp, ça et tout. Moi, je me souviens, mais tu rigoles. On a fait des soirées à Pau ensemble, on s'est retrouvés à Biarritz à faire des soirées, on était en sélection ensemble. Mais attends, mais moi, tu me parles, c'est comme si on s'était vu hier. Merci, ça me fait vraiment plaisir. Moi, j'ai une dernière question pour toi. Allez. Tu dunks encore ou pas? Ben, figure-toi que j'ai arrêté de jouer il y a 3 ans. Je dunkais encore il y a 3 ans, mais difficilement. Parce que tu vois, t'as pu... Quel jus le bâtard. Ouais. Quel jus. Oh là là. Mais c'est gentil de me faire une petite passe comme ça. Quel jus, mon pauvre. Quel dunker, mon gars. À l'échauffement, on était là. Nous, on dunkait, comme des cadets. Lui, il a envoyé un espèce d'avion d'éclater des cercles. On se dit, oh non. C'est marrant parce que, tu vois, moi, mes filles font du basket et je les coach, tu vois. Et elles ont plus l'idée de moi avec ces qualités. Ah ben, les filles, je vous le dis, très belle athlète. Vite et très haut. Merci. Pas très adroit, mais vite. Mais j'ai changé avec le temps. Ah bah oui, on change tous avec le temps. J'ai changé, mais c'est vrai qu'à mes débuts, j'étais pas très adroit. J'étais un athlétique. Ouais, j'allais très vite. Merci beaucoup. Merci Patrice, ça m'a fait kiffer. Merci beaucoup Erwan. Franchement, ce podcast, il a écouté comme un sport. Là, vous propose un contenu de dingue avec Erwan Abotreit, le Marseillais vivant à Paris. C'est ici.
Merci Erwan. Merci Patrice.